99% des coureurs ne le font pas. Si tu veux rentrer dans ce pourcent de coureurs qui courent plus vite, plus longtemps, en se blessant beaucoup moins, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut Cédric, enchanté. Moi je suis Jean-Cyril, je travaille à l'INK et surtout je suis coureur, je cours beaucoup, je fais partie du club de Levallois et je voulais profiter de l'occasion d'abord te poser plein de questions sur la course à pied et, et avoir ton avis sur plein de choses. Et est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, ce que tu fais, tes spécialités, où tu travailles, etc. Alors, donc je m'appelle Cédric Robert, le nom de famille. Je suis kinésithérapeute à orientation sportive sur Marne-la-Vallée, donc précisément Gournay-sur-Marne, dans l'est parisien. Je m'occupe de sportifs divers et variés, mais on va dire que la constante un peu pour moi chez tous les sportifs, c'est qu'à un moment, quasi tout le monde pratique la course à pied dans sa préparation. Ça va du judoka au motard, au pilote de voltige, au volleyeur, enfin tout le monde court. Donc c'est là que ça m'a interrogé et depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup moi aussi à la course à pied où du coup j'ai encadré aussi un petit peu dans des clubs sportifs en tant qu'éducateur sur tout ça. Donc pour l'occasion de voir un peu les deux aspects, l'aspect kiné et prépa. Et depuis quelques années, on va dire presque une dizaine d'années, j'ai la chance de participer avec l'INK à des actions de formation donc sur les pathologies du coureur à pied, parce que c'est un truc qui me tenait aussi très à cœur. Voilà. Ouais, chez nous, tu fais présentiel et le e-learning, c'est en cours ou c'est déjà. Alors l'e-learning est en cours, il va arriver très bientôt. Donc avec l'INK, on a pathologie du coureur à pied, puis aussi tendinopathie du membre inf, et on a quelques e-learning aussi sur le diag différentiel du genou et les tendinopathies d'Achille. Puis on a d'autres projets qui vont arriver bientôt. On aura le temps d'en reparler. Avec plaisir. Ouais. Ça c'est canon, ouais, c'est canon. Alors, déséquilibres posturaux, je sais pas si on a forcément des gros déséquilibres posturaux. Je sais même pas s'il y a une bonne posture ou une mauvaise posture chez le coureur. Il y a plein de postures différentes avec des gens qui s'adaptent finalement très bien à leur propre posture. Donc ça, je dirais qu'il y a pas un bon référentiel et un mauvais référentiel de ce côté-là. Par contre, en termes de déséquilibre musculaire, finalement, le muscle sur des gens alors je parle de coureurs sur route ou sur piste, le muscle principal, on va dire, c'est vraiment les ischio-jambiers, celui qui est derrière la cuisse, parce que c'est le muscle qui donne la propulsion, qui nous donne la vitesse chez le coureur. Et ce muscle-là va souvent être un peu plus développé que les autres. Normalement, on doit avoir un peu une forme d'équilibre ou un ratio, en tout cas avec le quadriceps. Et c'est assez souvent qu'on trouve des quadriceps qui finalement sont un peu faiblards chez les gens qui sont sur route ou sur piste. Là, c'est vraiment de l'expérience perso. Et des équilibres qu'on retrouvera beaucoup moins chez les gens qui font du trail, parce que là, finalement, le quadriceps va être beaucoup plus sollicité dans les montées, dans les descentes. C'est vraiment le muscle qui va nous permettre d'assurer la montée, la descente avec d'autres. Mais en tout cas, on aura moins ces déficits de quadriceps chez les gens qui font du trail. Donc, ouais, voilà. Après, je dirais que chaque cas est très particulier et que là, c'est au kiné d'aller regarder un petit peu sur son athlète ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Ouais, ils sont plus costauds que nous, les trailers. Ouais, souvent on a quand même des quadriceps qui sont des très bons quadriceps qu'on verra un petit peu moins chez les autres. Par contre, quand tu prends un athlète encore une fois de piste, t'as des ischio-jambiers qui sont souvent hyper puissants, hyper rapides. Enfin voilà, c'est un régal. Et malheureusement, ça c'est le petit truc un peu que je vois en formation et en pratique quotidienne. L'ischio-jambier, c'est un petit peu le muscle qu'on oublie de travailler de temps en temps, aussi bien nous kinés que dans des clubs d'athlètes où parfois on se dit qu'on devrait mettre le curseur peut-être un petit peu plus fort sur les ischios. Voilà, bon, ça c'est une petite remarque. Après, si vous le faites très bien, si tout le monde le fait très bien, tant mieux. Mais c'est un peu celui qu'on oublie. Ouais, tu vois, rien que de t'entendre, moi j'y pensais pas du tout.
quand on regarde un peu, quand on a, je sais pas si c'est une chance ou pas comme moi, mais on va dire d'avoir un peu d'expérience ou quelques années de recul, c'est assez étonnant de voir l'évolution finalement de la pensée sur cette question. Il y a 10 ans, on était effectivement 10-15 ans, on se disait faut absolument faire une analyse de foulée parce que voilà, tel petit déficit va être très à risque. Et plus les années passent, et plus finalement on se dit bah, la façon dont on court, bah, elle est peut-être propre à chacun, mais elle est peut-être pas si significative dans le risque de blessure. Aujourd'hui, finalement, la façon dont on court, même si elle a des bugs parce qu'on a été habitué ou on nous a enseigné un petit peu à regarder tous ces petits défauts du valgus du genou, de la pronation du pied. On n'aime pas quand il y a ces trucs-là parce que on nous a formés comme ça. Mais finalement, sur les blessures, c'est pas si important que ça. Aujourd'hui, finalement, l'analyse de foulée, est-ce que ça prévient les blessures? Je pense pas. On verra qu'il y a beaucoup d'autres critères qui sont plus importants. L'analyse de foulée, sa place aujourd'hui, ça va être de donner un peu une image du coureur à un moment donné. Alors, est-ce qu'il est blessé, pas blessé? Déjà, ça peut jouer, parce qu'un coureur blessé, forcément, va avoir une foulée qui va changer. Un coureur pas blessé, on aura sa foulée on va dire, standard, de base. Moi, ce que j'aime bien faire sur l'analyse de foulée, c'est surtout de voir dans quelle mesure il peut modifier sa foulée et dans quelle mesure, éventuellement, s'il est blessé, ça peut le soulager. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, aurait une aponevrosite plantaire. Tu vois qu'il a une grosse pronation. On ne sait pas à la base si cette grosse pronation, finalement, c'est sa façon de courir ou si c'est une conséquence de sa blessure. Et là, si tu le corriges et que finalement il va mieux, ok, à ce moment-là, on va garder cette idée. Mais peut-être qu'au cours de notre processus, on va se rendre compte que finalement, on va corriger le truc, que ça le soulage pas du tout, parce que voire il va même être encore plus inconfortable, parce que finalement, ce qu'on voit, c'était pas lié à la blessure, et qu'on essaie de corriger un truc, et du coup, on recrée des tensions un peu sur d'autres endroits. Bref, l'analyse de foulée aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment voir ce qu'on peut modifier, voir comment on peut modifier les symptômes. Et puis, si tu as un coureur qui est pas blessé, ça te donne une image du coureur. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Peut-être pas forcément tant de choses que ça. En tout cas, ça préviendra pas les blessures. Il y a d'autres critères qu'on va sûrement évoquer après qui vont jouer beaucoup plus. Ouais, j'avais l'impression moi, que c'était hyper business à un moment. On nous parlait partout de supination, pronation, mais c'était surtout pour nous vendre des chaussures. Mais C'est t'avais ça. une période, t'as l'impression que c'était la grosse mode, quoi, que c'était tout le temps, quoi. C'est ça. Avec, on citera pas de nom, mais des grandes marques qui faisaient des pubs il y a quelques temps en disant, on est spécialiste chez nous, on vous dira si vous êtes plutôt pronateur, supinateur. Finalement, je veux pas dire qu'on s'en fout complètement, mais ça a peut-être pas autant d'importance pour être blesser personne. Ça a peut-être pas tant d'importance que ça. Après, ouais, forcément, quand on voit un petit défaut, c'est peut-être notre éducation, mais on a tendance à le regarder. On le met pas complètement de côté, mais c'est peut-être pas, voilà, encore une fois, c'est peut-être pas si primordial que ça. Ouais, ils nous faisaient même faire des tests en magasin. Ils nous faisaient courir sur des tapis, regarder à gauche, à droite, etc. Exactement. Mais Avec parfois des tapis qui étaient, alors peut-être pas liés à de l'IA à l'époque, mais en tout cas avec des caméras hors de prix et tout un matériel autour, voire certains tapis qui avaient des capteurs intégrés dedans, où on savait exactement comment on posait le pied sans avoir à regarder le patient. J'espère qu'on n'a pas trop investi là-dedans, mais je pense que c'est pas si utile que ça. oui, et puis c'est vrai quand tu cours, quand tu vois les autres coureurs, et tu vois tous les physiques, tous les types de foulées. Enfin, tu peux pas dire, une belle foulée, ça va plus vite, quoi. Quand tu vois des gens arriver, il y en a dans C'est ça. tous les Ce styles. Ouais. qui est assez intéressant. Il y a eu un bouquin qui a été sorti par Bob Tari, l'athlète français, qui l'a fait avec, alors je suis désolé, le nom va m'échapper, mais un mec qui a visiblement une culture scientifique assez importante. J'ai plus trop son background, mais le bouquin s'appelle les secrets des Kenyans. Et en fait, ils se sont rendus compte que là-bas, quand ils apprennent à courir, ils travaillent sur la cadence de foulée, donc le nombre de pas par minute, qui ça, a priori, c'est une constante dans la littérature et dans la pratique, c'est le truc qui va bien, ok, on essaie de caler entre 170 et 190 pas par minute, et finalement, après, le cerveau fait le reste, il arrange tout, ils apprennent aussi à avoir les bras relativement près du corps pour pas trop perdre d'énergie à horizontaliser ou des choses comme ça, et pour le reste, finalement,
il s'en contrefiche. A priori, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ouais, moi, j'ai un entraîneur qui était un très bon coureur et qui est assez âgé. Et il arrête pas de nous dire, mais arrêtez de m'emmerder avec vos chaussures, vos trucs, vos bidules, faites sans rien, gardez vos chaussures abîmées, trouées, ça change rien, etc. Bref. Non, C'est il va peut-être plus, qu'il met le curseur un peu loin, non, il va mais un peu loin. je pense qu'il a pas tort dans le fond de sa problématique. Je crois qu'il faut laisser un petit peu les gens. Et je pense que quand on a des gestes comme ça, plus on les intellectualise et moins on fonctionne. Et parfois, faut laisser un petit peu la nature faire. Et c'est encore là qu'on est le plus efficace. Ouais, et puis on s'écoute beaucoup. Je vois, nous, on s'écoute tout le temps. Quand on a tout le temps un truc, on se pose tout le temps des 10 000 questions sur tout. C'est sûrement, enfin, je sais pas, d'actualité, de génération, je sais pas, mais ouais, on s'écoute énormément. T'arrives au club, t'en as 15 qui te discutent de leur TFL, leur machin, leur bidule, et c'est tout le monde, et toi, t'as des petites douleurs, et tu t'arrêtes tout de suite, t'as des tas de trucs, bon, c'est comme ça. Je pense qu'on est aussi dans une époque où les gens cherchent un peu la performance, veulent pas être blessés. On veut tous un peu le remède magique. Ouais. Donc forcément, le petit truc sur la foulée, le petit truc sur les chaussures qui ferait qu'on irait très bien, très vite et sans blessure. Ouais, on est tous à la recherche de ce truc-là, mais c'est pas propre aux coureurs. Ça, quand tu regardes sur d'autres sports, le golf, qui est un sport que j'aime beaucoup, t'as toujours un mec qui va te sortir un nouveau club, un nouveau truc, une nouvelle balle en disant mais celle-là, elle a un taux de compression qui est un peu différente. Et avec ça, tu seras pas blessé, tu tapes plus loin. Que des fois, il faut laisser un petit peu la nature faire et revenir un peu finalement au plaisir de pratiquer le sport sans trop se poser de questions. Mais c'est compliqué. Si on regarde les études scientifiques sur les semelles, alors encore une fois, souvent nos podos français nous disent oui, mais ces études sont faites sur des semelles un peu génériques et eux font un travail plus adapté aux patients avec un bilan, un truc très très chiadé. Bon, en pratique, on sait que sur des périostites, ça amène un plus sur un temps court, c'est-à-dire moins de 3 mois. On peut soulager des périostites et ça, je suis assez d'accord avec ça en pratique quotidienne. Sur tout ce qui est TFL, essuie-glace, syndrome fémoro-patellaire, la science va pas trop dans ce sens-là, nous montre des effets assez modérés et là-dessus, on doit pouvoir s'en passer un petit peu. Après, en pratique, si on les met sur un temps très court, ça peut être un petit plus. La problématique, c'est que souvent les gens, quand ils achètent une semelle qui coûte assez cher, ont pas envie de la porter 2-3 mois. Et est-ce qu'on crée pas un peu une dépendance, alors parfois entretenue par certains podos qui sont peut-être pas forcément très sympas de ce côté-là, mais quand on nous dit oh là là, vous avez tel truc, là maintenant, il faut mettre des semelles à vie. Là, j'adhère pas du tout au concept parce que nous, on va pas dire à nos patients, faut faire des exercices. Alors les exercices, il faut peut-être les faire des fois un peu de façon régulière, c'est pas le bon exemple. Mais on va pas faire des ondes de choc à vie ou mettre une bande de tape à vie à nos patients. Et je pense que les semelles, faut avoir ce même discours. Ça se met sur un temps réduit, mais pas forcément un temps long. Ça, c'est pour les semelles. Encore une fois, on est né sans semelle et on doit pouvoir vivre sans semelle. Ça peut nous soulager à un moment où, ok, on est dans la tempête et on est dans l'œil du cyclone et c'est compliqué, mais c'est pas un truc qu'on devrait garder très très souvent. Après, Non. sur l'ostéopathie, il y a un peu deux parties dans l'ostéopathie. L'ostéopathie un peu structurelle et mécanique, où ok, il y a sûrement des choses qui sont à garder et mais que souvent on pratique un peu en kiné parce qu'on est dans cette zone grise un peu entre les deux professions. Maintenant, après, sur beaucoup de trucs. Sans être méchant, on est quand même un peu sur des trucs fumeux où on n'a pas toujours une bonne justification scientifique. Ça, c'est un peu mon background ok, on a la pratique, mais il faut qu'on ait quand même derrière un peu un truc qui à un moment nous le justifie. Alors, soit on n'a pas l'étude qui va bien, qui la justifie encore, et peut-être que demain ça évoluera et je changerai mon discours avec grand plaisir à ce moment-là. Soit c'est qu'on est sur des trucs qui sont un petit peu fumeux et qu'aller toucher les os du crâne ou les viscères, je suis peut-être pas à 100% bien dans l'idée que ça améliore tout le monde. Maintenant, est-ce que le passage chez un ostéo est un indispensable, qu'il faut rebooter tout, remettre tout bien aligné une fois par an? Je suis
pas forcément partisan de ce truc-là. Le corps sait bien faire les trucs, alors qu'à un moment, on ait un petit besoin ponctuel, oui. Dans ce cas-là, on peut voir pourquoi pas un ostéo, pourquoi pas un kiné, pourquoi un podo, mais on doit rester sur des trucs très très ponctuels. Je dirais après, si on doit viser plus du long terme, pour moi, le kiné est vraiment l'acteur référent de ce côté-là, parce qu'on a toutes nos compétences sur les exos, sur la planification de l'entraînement, sur toutes ces choses-là où on va pouvoir accompagner le patient vraiment sur du long terme. Les autres, qu'ils soient podo ou ostéo, pour moi, on est sur de la prise en charge, one shot sur un temps très court, sur un besoin très particulier. Et puis après, à voir si ça fonctionne toujours aussi bien que ça devrait fonctionner. Ça m'amène, alors désolé si je parle beaucoup, si je suis trop long, mais c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, on disait, par exemple, en kiné, on n'a pas beaucoup d'études, et c'est un truc, quand on discute avec les kinés qui ont eu le diplôme il y a des années, c'est vrai que quand on prend les publications en kiné, quand j'ai fait mes études dans les années 90, on avait quelques articles un peu bancals qui étaient publiés par nos profs, et on avait assez peu de publications qui tenaient la route. Quand on regarde sur PubMed, qui est vraiment le moteur de recherche de référence, on devait avoir peut-être début des années 2000, 40, 50 études en kiné, ce qui est très léger pour couvrir toute notre pratique. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on a une production d'études qui est exponentielle. Chaque année, on a de plus en plus d'études qui sont qualitatives. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'en kiné, on est sur un truc qui est bancal, on est sur des trucs, en tout cas sur ce qui nous concerne en musculo-squelettique et en pathologie du coureur, parce que finalement, plein de gens s'intéressent à ça et on a beaucoup d'études qui viennent d'Angleterre, du Canada, d'Australie. On a vraiment des justifications qui tiennent la route, et on sait par exemple sur une tendinopathie qu'aujourd'hui, le traitement numéro 1, c'est kiné, c'est pas autre chose. Voilà. On peut rajouter tout un tas de trucs autour, mais finalement, les tas de trucs autour, quand on fait kiné plus un autre truc, on a les mêmes résultats que kiné tout seul. Donc, ça tombe bien, on est kiné et mettons en avant justement tous ces trucs-là parce qu'on a un vrai rôle à jouer sur le coureur. Là, on a des centaines, des milliers de publications sur la rééducation du coureur. C'est marrant. Moi je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu me dis. Moi je suis assez d'avis, je suis assez d'accord avec toi en tant que juste praticien, juste coureur. Pour les semelles, tu vois ce qu'on entend nous, c'est que il faut mettre ses semelles tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps chaussures de ville, chaussures de course, et que c'est un truc qui est qu'on doit changer tous les ans, tous les 2 ans. Tu vois, ils nous disent pas du tout. Tu les mets 3 mois pour la course à pied. Ils nous disent tu les mets full. Et si tu veux, je te fais une paire pour les chaussures de ville et une paire pour les chaussures de course, quoi. Ouais, moi, tu vois, par exemple, un exemple deux exemples qui me sidèrent complètement. Quand t'as quelqu'un qui est aujourd'hui a mal au dos et hyper sédentaire, tu vois, le profil parisien ou urbain très classique, qui prend le métro le matin, qui a un boulot de bureau, qui est assis toute la journée, qui reprend le métro de soir, qui rentre à la maison, qui se met sur Netflix, il s'est pas mis debout plus de 5 minutes dans la journée, et on va lui dire, mets des semelles pour ton problème de dos. Et là, je me dis, mais à quel moment ça se mêle sur un pied qui est pas en charge va faire quoi que ce soit? Ouais. Là où je me dis, en kiné, on va sûrement avoir d'autres actions à lui proposer, plein d'autres. Un autre exemple, tu vois, tu as quelqu'un qui a 40, 45 ans, qui a couru toute sa vie en club, par exemple. Mettons quelqu'un qui serait en face de moi en visio, qui a couru depuis longtemps, qui a jamais eu de problème, qui a jamais été blessé, et puis d'un seul coup, il se fait une aponévrosite plantaire, ok, il a mal sous le pied, et là on lui dit, mais là faut mettre des semelles à vie. Comment t'as fait sur les 30, 40, 50 dernières années pour t'en sortir sans semelle? T'as couru des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres, ça s'est très très bien passé, et d'un coup, t'as un bug, et là, tu vois le discours de dire faut mettre des semelles à vie à ce moment-là, je me dis mais attends, le mec il s'en est très très bien sorti toutes les années auparavant, et j'ai du mal à adhérer à ce discours. Et c'est et en fait il disait aussi que c'était parce que t'avais une jambe plus courte que l'autre, quoi, tu vois, que c'était des trucs de et ça c'est des trucs, par exemple, on a montré tant que t'as moins de 2 cm de longueur de jambe, 2 cm c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. C'est peu à l'échelle d'un individu, mais c'est en différence de longueur de jambe, c'est déjà énorme. Jusqu'à 2 cm, on s'en contrefou. Complètement. Ça, on a des publications là-dessus. Alors au-delà de 2 cm, ça peut peut-être jouer un truc, mais de toute façon, on est né comme ça et on va jouer comme ça et on a grandi comme ça, on a appris à courir comme ça. Finalement, notre corps il s'est adapté au-dessus et puis il se débrouille très bien. On est peut-être surmédicalisé dans nos pays industrialisés, mais il y a plein d'autres pays où ils ont pas ces trucs-là et puis ils vont quand même bien. Et ce qui est marrant là sur ce sujet-là, c'est que
C'est le généraliste qui te dit d'aller voir un podologue aussi. Ouais. Après, alors, je me suis déjà fait peut-être pas des amis avec les podos et les ostéos. Les généralistes, très souvent, quand on discute avec eux, alors, l'ancienne génération déjà ont une formation en musculo-squelettique qui est très très light et très très dépassée, avec des concepts qui sont voilà, genre t'as une tendinopathie, on s'arrête, on fait plus de sport, limite on plâtre. Ça, c'est les traitements qu'on voyait dans les années 80-90. Et puis les généralistes un peu plus de maintenant, ou les orthopédistes ou les médecins du sport ont évolué avec nous, mais ils évoluent pas aussi vite que nous. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont médecins qui connaissent tout notre champ. Concrètement, quand on discute avec eux, ils nous disent le musculo-squelettique, on a quelques heures de cours, mais c'est assez léger. Et le kiné, pour moi, c'est vraiment le spécialiste là-dessus. Il faut qu'on joue ce rôle-là. Et si on a un défaut, c'est que souvent on communique pas assez avec les médecins, et il faut aller au contact, faut aller échanger avec eux. Alors certains seront réceptifs, d'autres moins, mais les plus jeunes générations sont souvent assez demandeurs d'avoir ce point de vue très différent, parce que ils se rendent compte qu'on a des compétences, qu'on est monté en gamme. À l'air de rien, depuis les années 90, on a quand même une vraie montée en gamme de la kinésithérapie. Et ils se rendent compte qu'on est un interlocuteur sérieux, avec des publics scientifiques, avec des connaissances, avec un savoir-faire, et qu'à ce moment-là, on peut confronter des points de vue. Et quand on leur dit, ouais, mais là, tu vois, mettre au repos une tendinopathie, c'est une très mauvaise idée, parce que pendant ce temps-là, ton tendon, il se déconditionne, il s'affaiblit, et quand tu vas retourner au sport, ça va être encore plus difficile. Donc, ok, quand on leur explique, qu'on leur montre et qu'on a de la justification derrière, ils disent ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris, je change mon discours et je m'adapte. Donc ça, c'est plutôt bien, et on a des rapports qui évoluent. Alors effectivement, certains évolueront pas, mais d'autres évoluent, et là on rentre dans une coopération finalement qui devient super intéressante et super passionnante. Ouais, ça rejoint un peu notre sujet du moment, c'est avec l'accès direct, vous serez quand même Mm. plus en charge de ces choses-là en direct, ce sera Ouais, probablement un avantage, ouais. c'est j'aime bien toujours sortir comme ça les copains les voient ou les voient pas, des petites rêves cinématographiques, mais là on nous a donné un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, et donc va falloir qu'on assure derrière, parce que c'est bien beau d'avoir l'accès direct, même si Tu peux il expliquer ce que c'est consomme. l'accès direct? Tu peux expliquer ce que c'est que l'accès direct? L'accès direct, aujourd'hui finalement un patient pourra venir voir son kiné sans passer par la case médecin. Alors, c'est lié à plein de conditions, le fait que le kiné soit dans une CPTS. Alors, ça concerne assez peu de kinés en France. Le fait que le kiné se soit déclaré auprès de l'agence régionale de santé comme participant à l'expérimentation, et qu'on soit dans un des départements qui est dans l'expérimentation aujourd'hui. Alors, malheureusement, pour l'instant, c'est beaucoup de départements qui sont un petit peu plus ruraux, avec peut-être moins de kinés et moins de patients. Moi, j'aurais bien aimé qu'on nous mette ça sur des départements. J'exerce en Seine-Saint-Denis, et qu'on nous mette ça en Seine-Saint-Denis avec le gros bassin de population qu'on peut avoir, le grand nombre de kinés, et puis là, on aurait vu un peu ce que ça donne, en sachant que pour l'instant, sur l'accès direct, on reste limité à, si le patient n'a pas vu de médecin, à 8 séances par patient, pour cette pathologie-là. Mais clairement, voilà, il va falloir que là, nous kinés, on montre patte blanche là-dessus, qu'on montre qu'on est compétent, qu'on n'est pas foufou, qu'on est capable d'avoir un diagnostic d'exclusion, qu'on est capable d'avoir un diagnostic différentiel, de différencier un petit peu. Le patient, il a mal sur l'avant du genou. Ok, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une tendinopathie rotulienne, un Osgood-Schletter, un syndrome fémoro-patellaire, de la graisse de Hoffa ou quoi que ce soit? Un ménisque, il peut y avoir plein de possibilités. Qu'on soit en capacité de discriminer un petit peu tout ça, et d'apporter le traitement qui va bien à notre patient derrière. Et surtout qu'on puisse communiquer au médecin les résultats en disant voilà, j'ai trouvé ça à mon patient. Ok, voilà, donc pour info, il a ça, et je pars dans cette direction. Puis si ça vous convient pas, ok, on discute et on voit tout ça. Mais voilà, là on nous a donné un truc génial pour la profession. Il va falloir qu'on s'en montre digne de ce côté-là. Génial. J'avais encore une remarque sur les ostéos. Autour de moi, les gens, donc ils ont un ostéo attitré. Donc ils ont l'ostéo qui vont voir, mais c'est pas une consommation annuelle, c'est une consommation très régulière. C'est-à-dire j'ai un peu mal là, je vais voir l'ostéo, j'ai un peu mal là, je vais voir l'ostéo, et c'est régulier. Ça a rien à voir avec Ouais. j'y vais une fois par an quand j'ai un truc, quoi. Ouais. Euh,
Ouais, c'est vrai qu'ils ont leur ostéo, ils n'ont pas forcément ce réflexe de se dire j'ai mon kiné qui Non, est mon interlocuteur à qui non, je non, pose des ouais, ouais, questions beaucoup moins qu'avant, ouais, et beaucoup moins qu'avant, ouais, ouais. et bon, alors il y a un effet de mode. Après, je suis peut-être pas assez, je suis peut-être pas cerné trop le pourquoi du comment. Est-ce qu'ils ont bien fait leur pub et qu'ils ont su se rendre indispensable de ce côté-là parce que c'est de la communication. Est-ce que est-ce que c'est lié à des remboursements? Est-ce que on n'a pas assez de place en kiné et qu'on n'arrive pas à donner des rendez-vous vite et pouvoir répondre aux questions des gens qui sont demandeurs et pressés d'avoir une réponse. Voilà. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est toujours quelque chose qui m'étonne parce que je reste convaincu encore une fois que le spécialiste du musculo-squelettique c'est nous, c'est pas l'ostéo, c'est pas un autre, c'est pas le généraliste et j'ai ouais peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi on n'est pas cette pierre angulaire du système, ce passage obligé pour beaucoup de gens. Ça veut pas dire faire beaucoup de séances à chaque fois, mais qu'au moins sur le conseil, on fait une séance, même en visio, on donne nos conseils et puis le patient les applique, continue et puis il nous rappelle, il nous renvoie un mail ou un truc et on affine, on finit avec les réglages. Mais ouais, ça devrait être. Est-ce qu'ils nous ont pris une place ou est-ce qu'on n'a pas su prendre cette place? Mais voilà, on n'est pas tout à fait là où on devrait être, en tout cas en tant que kiné. Je dirais que le kiné, il a les bons conseils déjà, qu'on n'a pas forcément quand on est un petit peu seul chez soi à se poser des questions sur sa prise en charge. Donc le conseil d'un kiné, c'est toujours un petit peu mieux que le conseil qu'on va chercher un peu n'importe où sur Internet, comme malheureusement beaucoup de coureurs font, sur des groupes sur les réseaux sociaux ou des échanges où ça part un petit peu souvent dans tous les sens. Donc là, il faudrait qu'on soit encore une fois l'interlocuteur. Ça revient à ce qu'on disait avant. Et gérer ça seul avec du repos, le repos, je te l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est pour moi le repos, c'est du déconditionnement. C'est on affaiblit les muscles, on fragilise les tendons, on n'améliore pas nos articulations et les gens pensent souvent qu'on est une machine, une mécanique, en se disant quand on s'en sert, on s'use, alors qu'en fait on est une mécanique géniale, on est un peu comme un Transformers. Quand on s'en sert, on s'auto-répare et on s'auto-améliore, et que finalement le meilleur médicament qu'on puisse avoir sur nos problèmes musculo-squelettiques, c'est l'activité physique. Donc le repos est pas une solution, et le kiné qui est le spécialiste de l'activité physique, finalement peut-être à lui à pousser un petit peu les gens à se bouger, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est très clairement une grosse mode depuis, je dirais depuis 2020, ou peut-être un tout petit peu avant, avec des constructeurs qui nous ont sorti des modèles qu'ils appelaient la 4% en disant tu vas gagner 4% de vitesse. On a tous envie de les gagner, les 4% de vitesse. Ça serait génial. En pratique aujourd'hui, quand on regarde un peu les publis et les chronos, finalement, on peut avoir entre 0 et 6% de gains. Mais on sait pas trop chez qui ça marche en fait. Ah ouais, c'est pas forcément les bons coureurs chez qui ça marche? Ouais, on a des bons coureurs qui auront pas forcément un gros bénéfice avec ça. Des mauvais coureurs mauvais coureurs plus débutants ou plus novices qui arriveront à avoir un meilleur effet de la chaussure. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a une transition de l'arrière vers l'avant du pied qui est plus rapide. La lame de carbone va nous aider à avoir finalement peut-être un temps de contact un peu plus court, ou en tout cas une bascule plus rapide et plus simple. Humble avis comme ça d'observateur externe, là c'est pas forcément lié à des publis. Mon humble avis, c'est que je me demande si effectivement le fait d'attaquer par le talon et de basculer sur l'avant du pied est pas plus efficace quand tu as une lame carbone que quand tu arrives sur l'avant du pied. Quand tu arrives sur l'avant du pied, je suis pas sûr que la lame carbone elle soit vraiment mise en contrainte et efficace à ce moment-là. Du coup, ça bénéficierait peut-être plus souvent à un coureur un peu amateur novice, qui aura un petit peu plus tendance à attaquer par le talon, qu'un coureur un peu expérimenté qui attaquera un petit peu plus mi-pied avant-pied. En sachant que là, on peut décliner ce truc-là à l'infini, parce que même un coureur expérimenté sur un marathon sera peut-être pas sur l'avant du pied tout au long du marathon. Avec la fatigue, sa foulée va évoluer. Mais bon, tout ça pour dire, le carbone aujourd'hui, c'est des chaussures qui sont souvent relativement chères, avec une durabilité qui est souvent beaucoup plus faible. Classiquement, les 150, 200, 250 bornes, on a l'impression qu'on a
qu'on a plié un petit peu toutes les capacités d'amorti, de dynamisme de la chaussure. Et ça, c'est assez frustrant parce que clairement, avant, je suis quelqu'un qui a peut-être la chance d'avoir une foulée qui est pas trop agressive pour mes semelles. J'arrive à tenir des chaussures, on va dire standards, sur des centaines, voire parfois des milliers de kilomètres sur certains modèles. Et là, je me dis, j'ai une chaussure, la dernière paire de carbone que j'ai pris, j'en ai pris 2 paires. Donc du même modèle, ouais, à chaque fois 150, 200 bornes. J'ai l'impression que là où il y avait un amorti qui était sympa, il y avait plus d'amorti, il y avait plus rien. Le confort était plus le même, elles étaient plus rigides. Enfin, j'étais pas si à l'aise avec ça. Et maintenant, c'est vrai que les constructeurs, les fabricants de chaussures, tous leurs sportifs élites, ils leur mettent des carbones. Donc eux, ils se posent pas de questions. C'est les chaussures qui sont fournies et du coup, tous les autres, on se dit, attends, Kipchoge ou un autre, il a des chaussures carbone. Ouais, je vais mettre des carbones parce que si lui, il peut courir vite avec, peut-être qu'avec un peu de chance, je récupérerai un petit peu de son aura et de ses performances. En tout cas, au moins, j'aurai les mêmes chaussures que lui. Et je pense qu'il y a un gros aspect marketing derrière tout ça. Mais pas oublier qu'un Kipchoge, je pense qu'on lui mettrait des sabots de bois, il courrait, peut-être pas au record du monde, mais qui courrait toujours dans des chronos qu'on n'atteindra jamais. Ouais, c'est certain. Moi, je pense pareil, je trouve que c'est hyper cher pour 200 bornes. Ouais. C'est Hyper ça. cher. Mais quand tu vois une course, t'entends des wagons de chaussures carbone passer. Hein, Ouais. c'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde. C'est clairement l'élément à la mode, comme on a peut-être eu d'autres éléments à la mode avant les chaussures carbone, peut-être des systèmes anti-torsion ou des coques talonnières ou d'autres, ou des semelles bidensité. Enfin, il y a toujours un moment où on nous vend des trucs. On avait une marque française il y a quelques années qui s'appelait Eco & Co, un truc comme ça, qui avait fait une chaussure avec carrément un ressort en dessous, un gros ressort qu'on pouvait mettre en précontrainte. Ça valait 300 ou 400 balles la chaussure. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que c'est une aide technique et que c'est interdit en compétition. D'ailleurs, la Fédération internationale d'athlée a aussi statué sur les chaussures carbone. Il y a tout un tas de règles. On peut pas avoir plus d'une certaine épaisseur de semelle. Je crois que c'est une seule lame carbone, parce que pendant un moment, Kipchoge avait un proto avec 3 lames dedans. Donc voilà, on a calmé un peu le jeu aussi de ce côté-là. Comme les nageurs, pendant un moment, avaient des combis qui étaient aussi extraordinaires à l'époque des Alain Bernard et compagnie. Combi, pas combi, ils les auraient battus leur record du monde. Peut-être avec plus de facilité avec la combi. Enfin, en tout cas, voilà, ça a légiféré. Aujourd'hui, on revient un peu en arrière sur ces trucs-là. Et les chaussures, on peut y passer la journée sur ce thème-là. Par exemple, si on prend le cas du trail où on a vu apparaître des semelles qui étaient de plus en plus épaisses, il y a un aspect confort là-dessus qui est indéniable. Et ça, le confort, c'est plutôt sympa quand tu vas courir 100, 180, 300 bornes. Quand tu es vraiment sur un ultra trail, l'aspect performance est moins important que l'aspect confort. Ce qu'on veut, c'est être finisher déjà. Premier point. Donc une semelle qui soit confortable et protectrice. Enfin, protectrice par rapport aux éléments extérieurs, c'est un petit plus. Après, effectivement, tu l'as dit, plus la semelle est épaisse et plus finalement, c'est comme si on était sur des talons hauts et le risque de se faire une entorse est plus important aussi. Donc, il y a toujours, quand on regarde une chaussure, sur chaque élément de la chaussure, un aspect qui va être positif et un aspect qui va être négatif. Et toujours, c'est là que l'expertise du kiné et de la formation et un gain de compétences là-dessus est important parce que toujours se dire sur un athlète défini où tu veux mettre le curseur. Est-ce qu'à un moment tu te dis ok, il va me falloir plus de rigidité dans la semelle parce que effectivement quand ta semelle est un peu plus rigide, ça te permet de courir un peu plus vite, de transmettre un peu mieux l'énergie. Mais d'un autre côté, ça peut aussi avoir des conséquences sur ta foulée, sur ta fatigue, sur tout un tas d'autres paramètres. Quand tu mets de la talonnette, alors on nous a dit pendant un moment tu protèges le tendon d'Achille, puis finalement que t'en aies ou que t'en aies pas, t'as pas plus et t'as pas moins de blessures. Par contre, effectivement, ton ressenti peut être un petit peu le même, ou même si tu n'auras pas de blessure, tu auras quand même une attaque du pied qui risque d'être un peu différente, un effondrement quand tu es en phase d'appui qui peut être un petit peu différent. Donc, sur chaque point de la chaussure, encore une fois, il y a toujours une réflexion à avoir et qui est propre à chaque individu. C'est-à-dire qu'il y a
je dirais que c'est pas forcément le coureur qui choisit sa chaussure, mais c'est la chaussure qui choisit son coureur, pour reprendre un peu cette phrase qu'on a entendue dans Harry Potter. Il y a un accord à un moment qui doit se faire entre la chaussure et le coureur. Et si j'ai un conseil à donner à tout coureur, quand on va dans un magasin, finalement, avant de commencer à courir, c'est déjà d'essayer toutes les chaussures qui sont à dispo et de se dire, là, je me sens bien, là, je me sens pas bien. Déjà, si tu te sens pas bien dans une chaussure à l'arrêt, ça va être compliqué quand tu vas courir. Et quand tu as identifié 3-4 paires où vraiment tu te dis là, j'ai ce sentiment un peu magique de la chaussure autour du pied, à ce moment-là, on peut essayer d'aller courir. Et puis déjà, le coureur ressent si ça se passe bien ou pas. Et puis, on peut voir si finalement la chaussure qui a l'air d'être sympa perturbe ou pas la foulée du coureur, parce qu'une chaussure, c'est un élément qui va perturber énormément de la façon dont on court. Et donc peut-être du coup faire travailler des muscles un petit peu différemment. Et augmenter ou diminuer un peu le risque de blessure sur certains points. Donc vraiment, il y a un couple à trouver, comme à la limite un tennisman va avoir une raquette qui va lui convenir avec une torsion, une tension dans le cordage qui vont être très propres à chacun. On le voit aussi sur du golf, où il y a quand on va essayer un club de golf, on peut essayer. Il y a des dizaines, des centaines de shafts. C'est la tige qui relie le golfeur à la tête de club, et que chaque tige, fonction de son poids, de sa rigidité, de son point de flexion, a un effet qui est très très important sur notre geste. Là, les chaussures, c'est pareil. Faut les essayer et voir celles qui vont le bien, et avoir si possible le bon conseil. Parce que parfois, dans les magasins de chaussures, on tombe sur des gens qui veulent surtout vendre des chaussures, pas forcément la bonne, ou qui ont des idées préconçues sur les chaussures en disant l'autre il est en surpoids, je vais lui mettre une grosse semelle. Ça marche pas forcément de façon aussi simple que ça. Et encore une fois, je pense que le kiné a aussi sa place dans le choix de chaussures, et qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Alors, il y a les formations déjà, où on peut essayer de donner au moins les bases du truc, et ensuite il y a l'expertise, la pratique au quotidien. C'est essayer de se dire, ok, mon patient il a plutôt tel type de chaussures, il vient, il a 2-3 paires, les 2-3 paires sont un peu différentes, je le fais courir, et là l'analyse de foulée peut retrouver un peu une place finalement, où on se dit ok, là ça fonctionne plutôt bien, ou là ça fonctionne plutôt moins bien. Je dirais, alors là, c'est nous en kiné, on a un vrai savoir-faire de ce côté-là, avec un petit bémol mais qu'on contourne très facilement. C'est qu'on a dans notre métier, dans l'ADN de notre métier, c'est de faire des exercices aux gens. Donc on évalue les capacités des gens et on leur donne l'exercice qui est le plus approprié à l'instant T, à leur état à cet instant T. Donc on a une spécificité là-dessus et un savoir-faire qui est énorme, souvent supérieur, je pense, à certains coachs sportifs de ce côté-là. Avec un gros bémol, c'est que on n'a pas on a mis le curseur sur des gens qui étaient en difficulté, avec des gros déficits, avec souvent, on va dire, une notion de renfort qui est un petit peu light, souvent très très light. Et ce que j'aime beaucoup sur les formations qu'on fait ensemble à l'INK, c'est d'essayer de remettre un peu l'église au milieu du village, en leur disant, ok, ce que vous faites, l'exo il est super. La différence, ce qui nous manque dans notre pratique de kiné pour être au top, et ce qui nous manque par rapport à la limite à un travail en salle de sport ou auprès de sportifs, c'est juste où est-ce qu'on met le curseur dans l'intensité. Et l'idée, c'est de recalculer un peu la force maximale de notre patient. Ça, on a des tests qui sont assez faciles et des outils qui sont très très faciles à prendre en charge. Et une fois qu'on a fait le point sur cette force maximale, la 1RM pour la citer, on sait que nos protocoles de renfort, tous les protocoles de renfort à la louche, faudra travailler au moins à 70% de cette 1RM. Sinon, on a un renforcement, mais qui va être léger. Qu'on veuille travailler de la puissance, de la force, de l'endurance, ou peu importe la spécificité musculaire qu'on veut cibler, il faut qu'on ait du renfort. Il y a rien de pire qu'en kiné, quand on voit un patient qui fait un exo, et puis alors, t'as combien d'exercices là, madame? Oh, je dois être au moins à 50 répétitions. Non, mais là, on est hors des clous. 50 répétitions, c'est très bien, mais on n'a même pas travaillé l'endurance. Je préfère que nos patients, à la louche, pour faire un truc très très simple, une fois qu'ils aient fait 10 répétitions, qu'ils soient contents d'arrêter, de se dire, ouais, là, je vais faire une petite pause. Si on n'est pas à ce rythme-là, de façon, très, très,
très abstraite, hein, complètement subjective. Mais si ton patient il est pas fatigué au bout de 10 répétitions, c'est clairement on n'est pas dans la zone où il est assez renforcé. Mais ça se met très vite. En fait, la seule différence, c'est peut-être que ce soit de la mamie à l'athlète de haut niveau, c'est qu'au lieu de lui mettre 2 kilos dans les mains, bah on lui met 5 kilos ou plus. Mais finalement, tout le reste, on sait le faire. C'est juste où est-ce qu'on met le curseur. Et que notre problématique en kiné, c'est qu'on le met pas assez loin. Une fois qu'on a compris ce truc-là, je pense tout à fait que n'importe quel patient peut aller chez son kiné pour travailler du renfort et avoir un gain en termes de performance sportive ou tout simplement de santé. On en parlait avec Nicolas Odabachian, hein, qui est un formateur sur de l'APA, qui a cette double casquette, APA, kiné, il a fait STAPS également. Mais je suis persuadé que pour moi, tout ce qui est APA, ça devrait être dans notre giron du kiné, et le kiné doit être l'intervenant numéro 1 en APA, parce qu'on sait faire du renfort et qu'on sait faire des exercices, qu'on sait prendre des personnes avec des gens qui sont en déficience, déficit, tout ce qu'on veut. Donc on doit être là et on doit être l'intervenant numéro 1 là-dessus. Voilà. Après, je vais me faire des amis encore chez d'autres professions, on les a pas entre autres, mais voilà, ça doit être notre job. On voit émerger de plus en plus de kinés avec des beaux plateaux techniques, avec franchement des plateaux techniques où on a littéralement tout ce dont on a besoin pour faire bosser les gens. Il y a même certaines salles de sport qui commencent à essayer de faire un peu des partenariats avec des kinés en disant bah écoute, viens t'installer chez nous et puis bah tu pourras faire de la kiné, tu auras tout le matos à côté et puis on est gagnant des deux côtés. Mais très clairement, il faut à un moment qu'on arrive à mettre du poids. Alors souvent les gens pensent qu'il faut des grosses machines pour. On a une créativité dans notre métier sur les exercices qui est énorme. Encore une fois, entre mettre 10 kilos sur le dos de quelqu'un ou lui mettre 30 kilos, ce sera le même exo, simplement on va rajouter un élastique de plus, un poids de plus, un sac à dos de plus ou peu importe, mais c'est des choses qui se font très très bien. On n'a pas forcément besoin de grosses machines hors de prix et qui prennent de la place. Même quelqu'un qui bosse dans une pièce de 10-15 mètres carrés et qui a que ça comme cabinet, une barre olympique de 20 kilos, quelques élastiques, on est parti pour pouvoir faire bosser nos patients au top du top. Et c'est ni excessif en prix, ni encombrant, ni compliqué à mettre en place. C'est juste se changer un peu de nos habitudes et aller taper un petit peu plus dans nos patients. Et même la petite mamie de 80 ans, elle est tout à fait capable de le faire, largement. Ouais, ça a vachement de sens. Et ça a vachement de sens que ce soit pris en charge par la Sécu parce que c'est de la durée de vie, c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est beaucoup de choses. On est sur de la Et là, par contre, on a un vrai rôle en termes de prévention de blessures aussi, parce que quelqu'un qui sera plus costaud, plus physique, moins sédentaire, il a très très forte chance de moins se blesser. C'est une évidence. Principalement, ça dépend un peu des populations qu'on a en fonction du moment, mais on va dire que le syndrome fémoro-patellaire sur des patientes un peu jeunes, sorties d'adolescence, c'est la patho numéro 1. Dans l'absolu, c'est la pathologie numéro 1, le syndrome fémoro-patellaire chez les coureurs et coureuses. Après, on a énormément de tendinopathie. Alors, ça va être tendinopathie d'Achille, aponevrosite plantaire, même si on le met dedans, même si c'est pas tout à fait une tendinopathie. On va avoir de la bandelette iliotibiale, beaucoup, un syndrome de l'essuie-glace, et beaucoup ou de tendinopathie ou de lésions musculaires sur les ischio-jambiers. Ça, une fois qu'on a déjà pris en charge ces trucs-là, on a 80% des pathologies du coureur. Après, il va rester quelques périostites, quelques tendinopathies rotuliennes, des trucs un peu à la marge. Mais là, on a fait un petit peu le tour de ce qu'ont les coureurs. C'est pas des pathologies qui sont difficiles à prendre en charge à partir du moment où on a compris un peu les principes de base en kiné sur ces trucs-là et qu'on a compris comment on peut gérer sur un coureur si on veut faire de la rééducation et de la prévention de blessures. Faut juste comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que dans sa pratique quotidienne il se blesse. Ça peut être la nature du terrain sur lequel il court, les dénivelés, la vitesse, la durée des séances, un déficit sur certains groupes musculaires. Mais une fois qu'on a adressé un petit peu tous ces points, éventuellement un petit conseil sur les chaussures, on arrive à avoir à ce moment-là une compréhension de ce qui se passe et derrière on peut reconstruire un programme pour notre coureur. Et puis si en plus on arrive à créer cette alliance thérapeutique où il va nous faire confiance, suivre un peu le programme et pas forcément si on lui dit va courir 7 km à 8 à l'heure
et qui revient en disant j'ai fait un semi-marathon à 12. Ouais, là on n'est pas dans l'alliance thérapeutique, on n'est pas sur la même longueur d'onde et ça fonctionnera pas. Mais si on arrive à construire cette relation de confiance où on répond déjà aux problématiques du patient, on a déjà fait un grand pas. Moi déjà, la plupart du temps, encore une fois, les généralistes malheureusement nous disent ouais, on va couper la course à pied, c'est trop traumatique. Déjà quand on leur dit bon, on va pouvoir courir. Déjà, on se met un petit peu notre patient dans la poche, mais on va juste moduler un petit peu tel ou tel point de manière à ce qu'on module un peu vos symptômes douloureux. C'est-à-dire que je peux courir et en plus j'aurai pas mal. C'est l'objectif. Si on arrive à bosser ensemble, c'est l'objectif. Et puis après, petit à petit, on arrivera à une situation où vous pourrez reprendre autant que vous voulez la course sans avoir les douleurs et que tout se passe très bien. Mes formations, déjà, je veux qu'elles s'adressent à tout le monde. Aussi bien un kiné qui ait une grosse expérience de la course à pied, je veux qu'il y trouve son compte et il y aura un contenu qui sera assez riche pour lui amener des nouveautés et susciter un vrai intérêt et un vrai questionnement sur sa pratique. Mais je veux que ce contenu, il soit encore une fois aussi abordable pour quelqu'un qui prennent les choses de base et qui ait jamais vu de coureur et qui ait aucune connaissance de tout ça. Alors des fois on va me dire t'es un peu scolaire sur des trucs, ouais, mais ça permet de perdre personne sur le chemin et d'emmener tout le monde à un niveau où normalement, j'espère, on repart avec des billes pour être à l'aise avec le coureur dès le lundi matin quand on retourne au cabinet, d'avoir tout un tas de trucs de connaissances et de pratiques qui nous permettent d'être pertinents sur le truc. Après, est-ce qu'un kiné du sport doit avoir des coureurs? Encore une fois, pour moi, la course à pied, c'est un peu le sport socle de toute la pratique sportive, parce qu'on a aussi bien des gens qui courent pour le plaisir de courir, voilà, pour le fun, tu fais de l'athlé, t'es en spécificité là-dessus. Mais on sait que des Teddy Riner court, il a déjà fait des 10 km, il court dans ses entraînements. Tous les footballeurs vont avoir une notion de course à pied. Dans tous les sports, qu'on soit au rugby, au hand, même des pongistes aujourd'hui vont faire un peu de course à pied. Et il faut qu'on ait une réponse pour ces gens-là. Il y a 20 ou 30 ans, on pouvait avoir des gens qui pratiquent un sport à haut niveau, mais sans avoir un conditionnement physique important. On regarde les rugbyman de l'époque d'un Serge Blanco, tu avais beaucoup de gens qui étaient en surpoids, qui étaient un peu gras du bide, qui n'étaient pas forcément aussi costaud. Tu regardes aujourd'hui un rugbyman, même s'il est en surpoids techniquement parlant, c'est des athlètes, ils courent vite. Ils sont excessivement forts, ils ont de l'endurance, ils peuvent répéter des sprints. Tu regardes même au niveau du golf, c'est fini ce sport de vieux bedonnants asthmatiques. Aujourd'hui l'élite mondiale dans le golf sont des mecs qui ont un physique qui est travaillé, ou c'est des gens qui vont à la salle de sport et qui travaillent dur tous les jours en plus de leurs pratiques spécifiques. Et la course à pied va faire partie aussi chez certains de leur routine quotidienne. Donc notre place de kiné du sport, elle est là, c'est qu'à un moment tout sportif va courir un petit peu. Ça a l'air d'être scientifiquement un domaine qui évolue tout le temps. Donc en fait, ça donne l'impression qu'il y a un besoin de formation récurrent parce que ça a l'air de bouger, mais à une vitesse folle, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai pour habitude de travail que quasiment à chaque formation, je vais toujours retoucher un truc. Parce que tu as toujours un article qui sort qui va me dire « Ouais, putain, là, c'est génial comme ils l'ont présenté. » Et puis, ça répond à ce moment où peut-être qu'on se rend compte que dans la formation, on s'est dit « Ouais, tiens, là, quand j'ai présenté ça, ça a bien matché avec les groupes. Ou tel truc, là, ça a un peu moins matché pédagogiquement. » Donc, mes formations, elles évoluent à chaque formation. Et je garde toujours une trace de ce que j'ai fait. Quand on regarde ce que j'ai pu faire début des années 2010, milieu des années 2010, on était finalement sur un discours qui peut être assez différent du discours d'aujourd'hui. Alors c'est pas que j'étais mauvais à l'époque, c'est juste que on a évolué, la science a évolué, les pratiques ont évolué et les concepts ont évolué et aujourd'hui on avance sur des choses que techniquement, aujourd'hui, beaucoup de choses se sont remises en cause. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les publications scientifiques. On a de plus en plus de publications. Et donc, on a forcément des trucs où on se dit, ce qu'on faisait avant était pas nul, mais on peut l'avoir beaucoup amélioré. Par exemple,
fin des années 2010, on avait encore quelques petits trucs en biomécanique du coureur où on se disait ça c'est une situation à risque. Et aujourd'hui, on se dit, ben finalement, ouais, on est. Et j'aime bien présenter sur les formations justement aussi un peu cette évolution, dire voilà, 2018, on avait des revues de littérature, ça nous disait ça. Puis 2020, 2021, on est passé là-dessus. Puis 2023, on est encore plutôt sur ce truc-là. Et là, 2024, vous voyez finalement de ce qu'on avait en 2018, ben il reste plus grand-chose et le discours a quand même bien avancé. Et ça permet justement de donner un petit peu à tout le monde. Et ce qui se fait maintenant, ce qui devrait se faire de mieux, et malgré tout, dire bah ça trouve ses origines dans ça. Et puis il y a 4-5 ans, on était quand même dans ce discours-là. Et c'était pas complètement foireux, mais finalement on se rend compte que ça a quand même un petit peu évolué. Et finalement de voir un petit peu à l'histoire. Hein. On est sur de l'histoire à très court terme. Hein. Encore une fois, on parle de trucs qu'on 4, 5, 6 ans. Mais ça permet de finalement des fois de faire évoluer aussi un petit peu nos concepts parce que, comme je te disais, ben, quand on a été formé dans les années 90, on a appris que une pronation du pied ou un valgus du genou, c'était pas top. C'était même un gros défaut et qu'il fallait absolument corriger ça. Qu'aujourd'hui, ben, on peut revenir un petit peu sur ces idées. On a de tout. Alors on a aussi bien des jeunes diplômés qui s'intéressent à la course à pied et qu'on parce que ils courent ou dans les premiers patients qu'ils ont eu, ils se sont dit bah peut-être que en école de kiné il y a tel ou tel point que j'ai pas forcément bien vu ou approfondi et je veux en savoir plus. Et je crois que une fois pour aller à l'autre bout du spectre, on a eu sur une formation à l'INK Paris une consoeur qui c'est toujours un petit tour de table où on se présente, parce que j'aime bien que mes formations on brise la glace et qu'on ait une bonne atmosphère entre participants. Ça m'inclut dans les participants. Je suis pas le prof, les élèves, on est tous kinés avec une expérience qu'on amène. Alors bah du coup j'en ai peut-être un peu plus sur mon domaine, mais les autres ont aussi des choses à nous partager et je vais être accessible. Et du coup cette kiné nous dit bah écoute moi là je prends ma retraite dans 2 mois. Mais je cours, donc ça m'intéresse à titre perso. Mon mari court, mes enfants courent, mes petits-enfants courent. Et puis je me suis dit, bah quitte à faire une dernière formation avant de partir, bah autant la faire. Je l'avais repérée depuis quelques années, mais je me suis dit, bah celle-là, c'est une formation qui est aussi une formation plaisir. Sans dénigrer qui que ce soit, on va pas faire une formation. Enfin, j'espère pour nos consoeurs et nos confrères qu'on va pas faire une formation AVC pour le fun parce que bah ça me concerne un peu. Je viens d'en faire un la semaine dernière et du coup je me dis c'est dramatique quand ça arrive aux gens et voilà alors, je minimise pas ces formations, c'est pas du tout le propos, mais dire nous sur le running, on est vraiment sur un truc. On est sur le boulot, mais on est aussi sur nos loisirs, sur un truc qui nous touche au quotidien et qu'on a envie d'approfondir. C'est souvent la demande des apprenants, des collègues qui viennent. Et là, elle m'a dit, bah voilà, je me suis dit celle-là, je me la garde pour finir en beauté, vraiment finir avec le truc le plus fun et qui me passionnera sur peut-être le plus dans toutes celles que j'aurais fait. Et en plus, elle est repartie contente. Donc là, je me suis dit, bah mission accomplie. Écoute, ta dernière formation, c'était la mienne. T'es contente. C'est super flatteur pour nous et voilà. Et c'est quand les gens nous envoient un petit mot après, des fois après les formations pour nous dire, écoute, j'ai adoré, c'était sympa, j'ai pu le mettre en pratique, je me suis éclaté, je suis allé courir avec mon conjoint, la femme qui partage ma vie, le mec qui partage ma vie, les enfants, et puis je suis retourné au club, et puis voilà, j'ai repensé à ce que tu m'as dit sur tel truc, je le vois plus sous le même angle, et puis ça m'a remis bien les idées en place, ça m'a beaucoup re-questionné sur ce que je fais. Enfin voilà, cool. Ouais, ça c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir quand on est formateur, c'est qu'on se dit bah on a une passion, si on est là, c'est qu'on le vit au quotidien et qu'on a réussi à le passer, à le transmettre à des gens qui l'avaient peut-être à un degré moins parce qu'ils s'étaient peut-être moins intéressés à aller chercher tout le truc, mais voilà, là on a partagé un truc et on a passé un bon moment et c'est sympa pour eux quoi. Dans mon background, j'avais participé aussi à une cohorte que l'INK avait fait avec le CNAM pour aller justement travailler un petit peu cette pédagogie de l'e-learning, de l'enseignement à distance. Et c'est un vrai défi. Alors, d'un côté, j'ai une vraie appétence pour les formations en présentiel parce que tu vois, je suis peut-être un peu bavard, mais on a cet échange qui se fait avec l'apprenant qui est super sympa.
Et l'idée, c'est de prendre un groupe et de créer vraiment un petit esprit de groupe sur ces 2 jours où tout le monde participe et surtout, j'ai plein de trucs à amener, mais chacun a toujours son vécu de kiné avec des trucs à amener, que ce soit un jeune diplômé, un diplômé avec beaucoup d'expérience. On a toujours des trucs à amener aux autres et ça enrichira tout le monde. Et ça, on a moins cette capacité quand on fait un e-learning asynchrone, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait, c'est asynchrone. Je fais mon truc et puis l'apprenant, il est en face, il le prend dans le temps qu'il veut, mais on a assez peu de temps d'échange. Et sur le côté asynchrone, c'est un vrai défi en pédago, en ingénierie de la formation, parce que du coup, on doit essayer d'anticiper toutes les questions, toutes les problématiques. On doit susciter un intérêt, parce que je crois que statistiquement, quand on est en e-learning, le temps d'attention est très très réduit. Donc, il faut qu'on arrive à nous restimuler l'attention très très régulièrement. Et ce qui est un défi quand t'es juste avec des slides, des vidéos, des QCM, c'est très challengeant pour nous. C'est là aussi que finalement toute l'expérience qu'on peut avoir dans une formation présentielle peut servir, parce qu'on peut se dire ok, tel sujet ou tel moment de la formation, c'est des moments qui sont parfois un peu plus ardus à suivre. Donc c'est le moment où il va falloir être un petit peu plus punchy, explicite, ou avoir le petit exemple, la contextualisation qui font que la personne en face répondra bien. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. J'espère qu'en pratique, les gens qui sont sur les e-learning arrivent à ressentir ce truc-là et en profiter. Bon, a priori, pas de mauvais retour de ce que je crois comprendre. Super content. Ouais. Donc on se dit que c'est mission accomplie. Après, si quelqu'un me demande et me dit, écoute, j'ai vu ta formation en e-learning et en présentiel. Je lui dirais toujours, viens me voir en présentiel, déjà, ce sera plus sympa. Au moins, on mettra un visage, parce que quand on fait sur les courts moments qu'on a en synchrone sur un e-learning, on voit pas forcément les visages, les gens qui sont en face. Alors, on en a des fois qui nous disent, hey, j'étais venu à telle formation en présentiel, donc on essaie de remettre un visage dessus, ou dire, on s'est vu sur un autre e-learning. Donc, c'est cool. Ça veut dire que déjà, ils me font assez confiance pour revenir en se disant, j'ai encore des trucs peut-être à leur retransmettre. Mais à choisir, j'ai cette vraie passion pour le présentiel. Ça veut pas dire que l'e-learning est moins sympa. On essaie de faire en sorte que ça marche. Mais je trouve on a un métier qui est manuel, on a un métier de contact et on perd un petit peu des choses sur l'e-learning. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Pour quelqu'un qui a pas forcément le temps de venir en présentiel, pour quelqu'un qui habite loin, pour quelqu'un qui a tout un tas de contraintes matérielles, on a ces e-learning qui sont quali, mais si on peut se dégager un peu de temps, c'est toujours plus sympa. Et puis c'est toujours un petit repas le midi, des petites pauses sympas. Il y a ces temps d'échange qui font partie de l'expérience, comme on dit, et qui sont importants. Ouais, de toute façon, en même temps, le e-learning, ça colle bien avec vos emplois du temps hyper chargés, votre rythme. Absolument, ouais. Puis t'as quelqu'un qui habite peut-être à l'autre bout de la France, puis qui va se dire, moi, prendre 2 jours pour aller à tel ou tel endroit, c'est toujours compliqué. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire des formations un peu sur toute la France, mais voilà, on sait que principalement ça va se faire on sait que Paris est un incontournable avec l'INK Maison des Kinés. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des formations en province, mais parfois, au niveau local, ça s'est pas organisé. Et puis parfois on n'a pas 2 jours à mettre dans son agenda pour monter sur Paris. L'e-learning est là pour ça. Et puis on l'a lancé un peu comme on a pu, à l'arrache, en catastrophe, en 2020 pendant le confinement, en se disant on verra ce que ça donne. Et puis on essaie de les travailler. Et clairement les e-learning qu'on a fait en 2020 sont pas les e-learning qu'on fait en ce moment. Et on essaie de retravailler pour l'améliorer, le rendre plus captivant. Mais voilà, c'est du boulot. La course à pied, en ce moment, c'est de la folie. On n'arrive pas à s'inscrire à une course. Tout est complet tout le temps. Les prix, c'est complètement dingue. Tu ressens, toi aussi, en tant que kiné, ce marché de la course à pied qui explose, les coureurs qui... Ouais, alors clairement, ça a explosé. Pour moi, j'ai vu un essor fin des années 2010, pas mal quand même. Je trouve 2017, 2018, 2019 sont été, je trouve, des années où il y a eu un gros développement.
On continue sur cette lancée. On a eu le boost en 2020. Les gens après sont repartis un petit peu moins. On avait plus cet échappatoire de pouvoir sortir de chez soi. Mais on a toujours une grosse population de coureurs. Moi, j'ai la chance d'habiter en bord de Marne avec des parcs tout autour. Ce matin, je t'ai courir. Il était 6 heures du mat. Donc on est si la vidéo repasse à un moment haute de l'année. Donc on est au mois de juin. Il fait jour tôt. Et 6 heures du mat en bord de Marne, bah t'es pas tout seul, quoi. J'ai envie de dire tous les 200 mètres, tu vas recroiser un coureur et tout le monde est content parce que il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud et c'est des horaires qui sont super sympas pour courir. Donc ouais, il y a un engouement. Ouais, les prix montent. J'espère qu'on ne deviendra pas comme les États-Unis parce que l'expérience courir aux États-Unis, pour ceux qui ont fait un marathon de New York, une course dans des parcs d'attractions dont on citera pas le nom, mais qu'on a aussi dans l'Est parisien, il y a des courses aux États-Unis, c'est un engouement qui est complètement délirant, avec un public qui est délirant autour, une expérience mais qui est complètement folle. L'empreinte carbone est dégueulasse, mais j'invite vraiment tout le monde à essayer de faire des courses à l'étranger parce qu'on est encore loin de l'ambiance qu'on peut avoir à Londres ou aux US. Par contre, ils ont les dossards qui vont avec, un marathon de New York, où je crois qu'on est autour de 500 € à la louche, mini. Et l'expérience running à l'étranger est très très chère. J'ai un souvenir d'avoir fait un 10 km à Londres. On devait être à 60-70 livres le dossard pour un 10 km, ce qui est cher par rapport au dossard du même organisateur qui les faisait à Paris pour 15 €, je crois. Donc qu'on profite encore de ces tarifs qui restent raisonnables en France. Et puis, voilà, après, c'est sûr que les grandes villes, les grands événements, on les paiera un peu. Mais il y a toujours une course sympa près de chez soi, en banlieue, en province, hein, où on va payer le dossard, pour un paquet de chips, une petite pièce, un truc. Nous, dans notre ville, on a des dossards qui sont à 5 balles pour nos 10 kilomètres en septembre. Et c'est tout reversé à des assos pour les virades de l'espoir, nous entre autres, pour tout ce qui est muco. Donc on a un 5 km, voilà, il doit valoir 5 € et puis c'est tout reversé. Si on fait une bonne action, ça coûte rien. Et voilà, on a une course très sympa avec une côte qu'on va prendre 2 fois qui casse bien les jambes. Et voilà, on a encore la possibilité de faire du running pour pas trop cher. Et puis après, pour ceux qui veulent, il y a des marathons de Paris ou d'autres dans des lieux prestigieux, mais qu'on va payer un à un. Comme conseil pour un kiné, c'est intéressant de dire, voilà, je me spécialise dans le cours à pied parce que ce marché, il est de plus en plus gros. Ouais, il y a un marché, on estime aujourd'hui qu'il y a entre 8 et 12 millions de Français qui courent plus ou moins régulièrement. Alors plus ou moins régulièrement, c'est peut-être qu'une fois toutes les semaine et demie, mais c'est un potentiel de coureurs qui est énorme, en sachant que sur ces 8 à 12 millions, j'ai plus les chiffres précis en tête là comme ça, mais il y en a très très peu qui sont licenciés dans une fédé qui travaillent en club. Donc ça veut dire qu'il y a un encadrement sur ces gens-là qui est assez limité, avec très peu de conseils, ou les conseils des réseaux sociaux. On a dit tout à l'heure que c'était pas toujours les bons conseils. Et la stat qui tue, c'est qu'on estime qu'au moins 50% de ces coureurs vont se faire un petit bobo dans l'année. Alors petit bobo, ça veut pas dire forcément aller chez le kiné, mais ça veut dire qu'à un moment, on va rater au moins une semaine d'entraînement ou 3 séances programmées, ou qu'on va aller voir un médecin. Ça, c'est la définition de la blessure chez le coureur. Et que potentiellement, on a une activité qui est peut-être pas une activité à risque, mais où la probabilité de se faire un petit bobo, elle arrive. Et il y a un vrai marché, il y a un vrai secteur pour le kiné, en tout cas de ce côté-là. Ouais, financièrement, ça peut être intéressant de se. J'ai jamais eu une formation. Alors à part certaines consoeurs ou confrères qui ont un exercice très spécifique, quelqu'un qui va me dire, moi je bosse qu'en EHPAD, je fais que de la neuro, mais voilà, j'encadre un peu de course à pied à côté. Mais quelqu'un qui a un exercice en cabinet et qui me dit, j'ai jamais vu un coureur dans mon cabinet, c'est qu'il y a pas de bol. C'est qu'il y a vraiment pas de bol. Il y a un alignement des planètes qui est pas le bon, mais très clairement que les gens nous connaissent et nous identifient comme spécialisés, coureurs à pied ou pas, on aura des coureurs dans nos patients, ça c'est une certitude. Et ce qu'on voit sur la pathologie de course à pied, sur ces formations, encore une fois, reste transposable à des non-coureurs. Un syndrome fémoro-patellaire, oui, ça touche beaucoup de coureurs, mais ça touche aussi plein de gens qui sont pas coureurs. Une tendinopathie d'Achille, ça touche pas que des coureurs. Et ce qu'on va voir, certes, on le voit avec le filtre course à pied, mais on revoit quand même les basiques de ces pathologies. Donc, ce qu'on voit est aussi transposable à des non-coureurs. Simplement, on aura les compétences et les connaissances en plus pour aller rajouter la surcouche coureur à la pathologie.
souvent les gens pensent que c'est ou la gestuelle ou les chaussures. Je dirais que c'est plutôt dans la pratique. C'est qu'à un moment, quand on a un coureur qui est blessé, on est sur des pathologies de surutilisation et qu'à un moment, on en a fait trop par rapport à nos capacités. Alors, ça peut être trop d'un terrain spécifique qui a modifié notre foulée, trop de séances de vitesse où on a sollicité un peu plus les tendons, trop de montée de côte, trop de descente de côte, trop de volume. Mais il y a un moment, il y a un trop qui s'est produit. Et ça, l'erreur fréquente, c'est la non-progressivité, surtout chez quelqu'un de non encadré. Quand tu as un coach qui va te dire, il va te préparer le programme parce qu'il te connaît, il t'a évalué, il te connaît, il t'accompagne. Le coureur qui est un peu tout seul chez lui, il va se dire bon bah vas-y, ouais, il fait beau, je vais courir. Il sait plus s'il a couru il y a 2 jours, il y a 3 jours, il a pas forcément un plan. Il va courir, il y va comme ça, et il a pas forcément dosé le truc. Donc ça, c'est vraiment l'erreur fréquente chez le coureur. Et ça nous amène sur une autre question qu'on s'était posée. Si on devait donner 3 conseils simples à un coureur qui veut durer longtemps sans se blesser, bah d'abord c'est d'avoir un plan quand on s'entraîne. Alors ça peut paraître un peu psychorigide, mais au moins on fait pas d'erreurs, on fait pas ces erreurs d'entraînement. On sait qu'on a telle ou telle séance qui va solliciter telle ou telle partie de notre organisme, qu'elle soit physique ou cardio-respi. Donc ça déjà c'est avoir un plan. La deuxième c'est aller faire de la muscu, travailler en force, parce que l'air de rien, beaucoup de coureurs se sont dit si je me muscle, je vais m'alourdir et je vais courir moins vite. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, en se musclant comme il faut, avec les bons exos et le bon programme, au contraire, on prévient les blessures. Ça, c'est plutôt intéressant. Et 2, on améliore les perfs. Et ça, on peut gagner jusqu'à 2, 3, 4% de perfs avec un programme sur 6-8 semaines. Il y a eu des études là-dessus qui ont montré qu'en allant vraiment muscler au niveau des mollets, des quadriceps, des fessiers, des ischios, on avait un gain de performance. Donc, on peut aller à la salle, on peut faire du sport et ça prévient les blessures. Et puis le troisième conseil, c'est essayer d'avoir justement des conseils de personnes qui sont formées, qui savent un petit peu de quoi ils parlent. C'est pas parce que quelqu'un a couru à l'expé d'avoir couru une fois un 10 km en 35 minutes que forcément c'est un spécialiste de la prévention des blessures ou de la performance chez le coureur. C'est juste quelqu'un qui a un bon potentiel, qui a été bien exploité par son coach et même s'il a une culture G running, il n'a pas forcément cette culture spécifique santé, running, kiné, qui en fait un bon intervenant. Donc voilà, faut trouver le bon interlocuteur, la personne qui nous renvoie les bonnes ondes et surtout les bons conseils, quoi. Ça encore, ça a été sujet à bagarre pendant des années. On a vu, pour être un peu dans l'étirement, il y a 1000 façons de s'étirer différemment. Mais ce qu'on sait, c'est que malheureusement, les coureurs amateurs, ce qu'ils font en étirement la plupart du temps, c'est de l'étirement passif, tenu longtemps. Faut que ça fasse mal, faut que ça tire longtemps, faut qu'on tire bien, qu'on va faire juste avant de courir ou juste après de courir. Et juste avant de courir, tu augmentes ton risque de blessure et tu diminues tes perfs pour la faire courte. Quand tu t'étires encore une fois en passif et en tenue longtemps. Et sur les autres modalités d'étirement, t'as pas forcément un vrai bénéfice en termes de perf. Et quand t'es juste après l'effort, en termes de récup, les gens te disent je m'étire comme ça, j'aurai pas de courbature. En fait, la courbature, c'est une lésion musculaire. Donc quand tu tires sur une lésion musculaire, alors peut-être qu'avec un peu de chance, tu vas soulager, tu vas inhiber cette sensation douloureuse. Ok. Il y a d'autres façons de le faire qui peuvent être très très bien, comme du froid, comme de l'exercice, comme du repos. Mais une courbature, c'est surtout que pendant environ 48 heures, tu auras une baisse de performance. Et quand tu tires sur un muscle qui est déjà en lésion, c'est pas forcément cet étirement, quel que soit le mode d'étirement, qui vont améliorer les choses. T'amélioreras pas les performances. Donc l'étirement à distance, quand tu as un problème de mobilité, plus de 6 heures avant, plus de 6 heures après, pourquoi pas? Et on le fait souvent en prise en charge. Mais plus tu es proche de l'effort et plus on se pose la question de savoir si c'est quand même la meilleure des idées. En termes d'échauffement, plutôt aller faire des exercices, plutôt aller chercher de la mobilité sans aller dans les extrêmes. On n'est
pas des danseuses, on n'est pas des footballeurs, on n'est pas d'autres. On n'a pas un gros besoin de mobilité quand on court. Donc, on n'a pas ce besoin dans d'autres sports. Ok, on ira peut-être chercher plus de l'étirement. Chez nous, c'est pas un indispensable. Et en termes de récup, encore une fois, il y a tout un tas d'autres techniques qui fonctionneront beaucoup mieux que les étirements, qui sont un peu un cache-misère. Tu vas te donner cette illusion de soulager, mais c'est un truc qui est très très court et on n'est pas sûr que ça aggrave pas un peu la lésion. Donc, je dirais, on laisse un petit peu le muscle récupérer quelques heures et après éventuellement on va travailler un peu dessus. Mais c'est quelque chose qui a été très à la mode, qui est encore très à la mode dans certains clubs ou chez certains pratiquants, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a débat chez les kinés, chez les pros du sport et de la science et de la santé, pour dire ouais, pourquoi pas sur une gain d'amplitude, mais en tout cas proximité de ce genre d'effort, c'est pas génial. Je crois qu'ils ont montré que si tu t'étires au cours de ton échauffement avec des étirements passifs tenus longtemps, qui est encore une fois pas la seule modalité d'étirement ou pas la meilleure, tu peux augmenter ton risque de blessure de 30% sur un marathon. Donc c'est quand même des chiffres qui sont suffisamment importants pour qu'on ait une réflexion derrière un petit peu tout ça, quoi. Ouais, super. Super. Bon, je parlerai des heures avec toi. Moi, ça me passionne, hein, mais On se fera une session 2 dans ce cas-là, si tu veux. avec plaisir. Bon, écoute, merci mille fois. C'est super intéressant. J'espère que ça va intéresser autant les gens que moi. Bon, on a parlé de l'essentiel en tout cas. Si ça donne aux gens l'envie de venir, ce sera le plus important. Ouais, bah en tout cas, ouais, t'es transcrit vachement bien l'importance du kiné pour le coureur. Ça fait beaucoup transpirer aussi ton expertise. Donc t'es très précis dans chaque chose. Ça c'est très intéressant pour nous aussi. Ouais. Ok, bah cool, génial, impeccable. Merci beaucoup.